On va démarrer cette première table ronde qui a vocation à nous replacer dans le contexte historique, la dimension historique de ce qu'est la Méditerranée, mais également à s'interroger sur toutes les grandes questions qui se posent post-révoltes arabes, qui redistribuent nettement les cartes au sein de cette région. Donc pour commencer, Jean-Robert Henry, qui vous a été présenté, va ouvrir le bal. Il est directeur de recherche émérite à l'IREMAM, rattaché au CNRS. Et il va nous faire état de ce qui a été le mythe méditerranéen dans ses différentes phases historiques et ce qu'est aujourd'hui l'idée de la Méditerranée d'une rive à l'autre dans cet espace. Puis nous donnerons la parole à Jacques Ould Aoudia qui nous livrera son analyse de ce que sont justement ces grandes questions cruciales qui se posent dans les différents pays, parce que ces pays sont très différents de la rive sud de la Méditerranée post-révolte. Enfin, on terminera avec Éric Gob, qui se fera un focus sur la situation tunisienne, qui est bien particulière, et le compromis démocratique qu'ils ont réussi à mettre en œuvre. Donc, chacune des interventions va durer 20 minutes, puis on espère qu'il nous restera un petit peu de place pour le débat avant la pause. Donc, je vous donne immédiatement la parole. Jean-Robert Henry, merci. Merci beaucoup. L'analyse des enjeux méditerranéens actuels ne peut faire abstraction d'une réflexion sur l'idée méditerranéenne. En effet, le discours sur le creuset méditerranéen, le carrefour méditerranéen, la culture, la communauté méditerranéenne, le rêve, le destin, le projet ou le miracle méditerranéen s'est tellement répandu dans le public et a été tellement banalisé par les acteurs politiques et civils que l'idée méditerranéenne apparaît à beaucoup comme une évidence qui fait partie du jeu global des enjeux méditerranéens. Or, cette idée méditerranéenne est une construction relativement récente, inscrite dans une histoire et soumise à des contingences qui expliquent d'ailleurs qu'elle souffre aujourd'hui d'une certaine désaffection. Une autre remarque, c'est que l'idée méditerranéenne n'est pas seule à l'œuvre sur la scène régionale. Comme utopie politique régionale, l'idée méditerranéenne est bien sûr inséparable de l'idée européenne et elle interagit aussi, jusqu'à un certain point, avec l'idée unitaire arabe. Et comme l'idée européenne, comme l'idée unitaire arabe, l'idée méditerranéenne est une idéologie d'appartenance, c'est-à-dire intégratrice. Une particularité cependant de l'idée méditerranéenne est qu'elle joue aussi le rôle, du moins dans les imaginaires occidentaux, de référence à un ailleurs. Comme la référence au désert, au sud, à l'Orient, elle invite au rêve, à l'évasion, et ces deux dimensions parfois paradoxales, un peu contradictoires de l'idée méditerranéenne, cohabitent souvent, aussi bien dans la pensée des acteurs que dans les discours. Donc, concentrons-nous ici, si vous le voulez bien, sur l'idée méditerranéenne dans sa fonction intégratrice comme utopie régionale, et plutôt que de rêve méditerranéen, qui a été réemployé par exemple par Émile Temim ou Henri Laurent, je préfère parler de mythe méditerranéen, non pas au sens vulgaire du terme, mais au sens propre, dans la mesure où l'idée méditerranéenne prend la forme d'un récit des origines, projeté sur l'avenir, pour fonder un destin capable de sublimer les conflits du présent. Et c'est à travers ce processus de construction mythologique que l'idée méditerranéenne se positionne comme utopie refondatrice de l'espace méditerranéen, qu'elle y joue sa partition. Alors, quand on s'emploie à déconstruire ce mythe méditerranéen, on constate qu'il mobilise divers ingrédients, plus ou moins permanents, empruntés à la nature et à l'histoire, et qui feraient de l'espace physique, humain, culturel méditerranéen un espace exceptionnel, travaillé par une histoire dont les leçons auraient une vocation universelle. Bon, j'ai pas le temps ici on n'a pas le temps ici de nous attarder sur la description de ces ingrédients, dont la mise en valeur et la réunion doivent beaucoup aux auteurs qui, depuis le XIXe siècle, ont contribué à ce qu'on appelle l'invention de la Méditerranée. Je pense à des gens comme Michel Chevalier dans les années 1830, Élisée Reclus, le géographe, le politologue André Siegfried aussi. Et ici, on a juste le temps, disons, dans ce moment relativement restreint, de prendre en considération la façon dont ces ingrédients du mythe se combinent dans des figures changeantes et opératoires du discours sur la Méditerranée. Et sans remonter au Saint-Simonien,
on peut considérer que 3 versions relativement différentes du mythe méditerranéen se sont succédées depuis un siècle. Au début, en premier lieu, au début du XXe siècle, domine la référence à la Méditerranée latine, forgée par des écrivains comme Louis Bertrand, Gabriel D'Annunzio en Italie. Il s'agit d'un prolongement de l'idée latine qui avait pris consistance à partir des années 1860 dans le sud de la France et en Catalogne. Mais alors que l'idée latine se voulait une manifestation d'identité sudique contre les Nords parisiens, germaniques, anglo-saxons, la Méditerranée latine est plus expansive que défensive. C'est, disons, une mythologie de conquête, tout à fait adaptée à la situation coloniale, une rationalisation de l'appropriation du bassin méditerranéen par sa rive européenne au nom de l'héritage romain. L'Europe est invitée à reconquérir l'espace de ses origines contre un islam qui l'aurait usurpé. C'est un peu le discours de l'historien Henri Pirenne. Alors, c'est en Italie que cette première version du mythe méditerranéen a connu ses développements les plus extrêmes. L'idée de Mare Nostrum a inspiré à Mussolini ses rêves impériaux qui seront à l'origine d'une partie des conflits méditerranéens préludant à la Seconde Guerre mondiale. Et je voyais tout récemment une émission sur fascisme et nazisme, et on voyait à un moment Mussolini tenir un discours méditerranéophile tout à fait conventionnel par rapport à ce qu'on peut entendre aujourd'hui, le carrefour des 3 religions, etc. Enfin, donc, mais c'était au service d'une idéologie de conquête. Dans le champ politique français, cette idéologie a influencé un peu le discours colonial, mais ne s'est pas incarnée aussi fortement dans une stratégie de conquête. Elle a cependant triomphé symboliquement en 1930 avec la célébration du centenaire de l'Algérie française. C'est un triomphe qui fut assez bref, comme si l'accomplissement politique de cette idéologie militante avait tué l'inspiration du courant littéraire algérianiste qui l'avait porté. C'est-à-dire que l'algérianisme a vraiment porté cette idée de Méditerranée latine, qu'on va retrouver aussi dans la célébration du congrès eucharistique de Carthage à la même époque, mais en même temps, le fait que ces thèmes de la littérature algérienne soient repris politiquement par le centenaire de l'Algérie va finalement épuiser complètement la veine littéraire. Et en effet, c'est le deuxième moment que je voulais évoquer, la deuxième version du mythe méditerranéen que je voulais évoquer. C'est en réaction contre les chants littéraires de l'algérianisme et d'une latinité triomphante que des écrivains comme Odisio, Camus, Robles et leurs amis de ce qu'on a appelé l'école méditerranéenne des lettres, qui s'élargit d'ailleurs à la Tunisie et au Maroc, vont s'employer à promouvoir dans les années 30. Ils vont s'employer à promouvoir dans les années 30 l'idée d'une patrie méditerranéenne, la formule est de Odisio, une patrie commune qui ne serait pas fixée sur le seul héritage romain de la Méditerranée, mais donnerait à tous ses enfants le visage de l'éternel méditerranéen. Cette façon séduisante de dépasser le conflit colonial, ainsi que tous les conflits méditerranéens de l'époque, il y en avait beaucoup, de les sublimer dans un humanisme fondamental, dans une Méditerranée pour tous, résistera mal au choc de l'histoire. Et c'est vrai qu'au milieu des années 30, au moment où à Tunis, Alger, Rabat ou Marseille, des écrivains exaltent les valeurs communes d'un peuple grouillant et fraternel, c'est l'expression de Camus, et où on tente de bâtir une nouvelle morale sur la conscience méditerranéenne, c'est une expression en usage à l'époque très fortement oubliée aujourd'hui, la guerre qui déchire l'Espagne témoigne davantage de la barbarie des hommes que des valeurs méditerranéennes. Peu après, la Seconde Guerre mondiale, qui embrase les rivages méditerranéens, va emporter aussi toutes ces références au discours méditerranéen. La Méditerranée devient avant tout un enjeu géopolitique et militaire majeur. Mais plus encore peut-être que la guerre, que les conflits de l'avant-guerre et que la Seconde Guerre mondiale, c'est le processus des décolonisations qui va souligner les limites de l'humanisme méditerranéen des écrivains de l'école d'Alger. L'idée méditerranéenne va perdurer dans des cercles intellectuels et elle va bénéficier, après, au lendemain de la guerre, de l'apport des travaux remarquables de l'historien Braudel, mais l'idée méditerranéenne ne va pas parvenir à s'imposer dans le champ politique comme référence mobilisatrice, un peu comme ça s'était fait en Italie ou au moment du centenaire de l'Algérie.
Alors, il est vrai qu'à cette époque, au lendemain de la guerre, la Méditerranée a cessé d'être une mer européenne, le conflit Est-Ouest la domine, et la décolonisation remet en cause complètement la domination d'une Europe affaiblie sur le monde arabo-musulman. Mais paradoxalement, sur le plan intellectuel, on pourrait dire, sur le plan des idées, ce moment d'équilibre entre les deux rives, enfin d'équilibre des forces entre les deux rives, les forces montantes du Sud et les forces déclinantes du Nord, devient plus favorable à un regard lucide du Nord sur l'espace méditerranéen, et à un regard commun aussi sur l'espace méditerranéen. Un retour à la Méditerranée est proposé dans les années 50 comme une cure d'équilibre et de bonheur à la névrose des peuples. C'est des citations dont je ne vous donne pas les auteurs, mais c'est des expressions qu'on utilisait. On est conscient aussi, à cette époque, des ressources, des limites de la ressource méditerranéenne. Gabriel Audizio nuance sa célébration de la patrie méditerranéenne et insiste désormais davantage sur les contradictions fécondes de la Méditerranée. On commence aussi à analyser le mythe méditerranéen, c'est pas moi qui l'ai inventé, comme un mythe du Nord que se réapproprient les gens du Sud. Et modestement aussi, c'est une époque, dans les années 50, où l'entreprise de réconciliation méditerranéenne se place sous le patronage religieux. C'est l'époque où Lapira, le maire de Florence, lance à partir de 1958 les colloques méditerranéens de Florence, ou bien aussi c'est l'époque où on s'efforce de donner à l'idée méditerranéenne une base scientifique avec l'action du Centre universitaire méditerranéen de Nice, qui aurait dû devenir la capitale universitaire de la Méditerranée, mais pour des raisons complexes, politiques sans doute, c'est Aix qui a pris avec Marseille ce rôle un peu. À cette époque, la tentative peut-être la plus accomplie de promouvoir l'idée d'une Pax Méditerranea fut celle de la revue Études méditerranéennes, fondée par des intellectuels du Nord et du Sud en 1957. Il y avait Robert Barra, Béchir Ben Yamad, Jean Daniel, Mohamed El Fassi, Félix Garas, Jean Rousse, Jean Lacouture, enfin des gens dont le nom faisait sens à l'époque. Et le projet du premier numéro disait « En dépit des haines grandissant dans le monde, le devoir des élites est de maintenir constamment ouvert le dialogue entre les hommes et entre les peuples. » Mais ça allait plus loin, c'est la première fois qu'un regard véritablement partagé et réaliste était posé sur la Méditerranée. Toutefois, la dureté des affrontements de l'époque, exacerbée par la crise de Suède, juste après, exacerbée par la guerre d'Algérie, laisse peu de place au magistère des intellectuels. L'appel lancé en 1956 par Camus et ses amis pour une trêve civile en Algérie fait long feu, les colloques de Florence s'enlisent dans les dissensions politiques et la dynamique du Centre universitaire méditerranéen de Nice s'épuise. Et c'est vrai que les luttes de la décolonisation vont balayer les rêves des hommes de bonne volonté. Après l'indépendance, par exemple, la Méditerranée de Camus était resté très populaire auprès des jeunes Algériens. Or, il est disqualifié publiquement par le ministre de la Culture comme un discours de couverture de l'entreprise coloniale. Et c'est l'époque aussi où l'idée méditerranéenne se trouve globalement délaissée. La référence dominante de l'époque, dans la région comme dans le reste du monde, c'est le développement, à la fois processus économique et temps commun de l'histoire pour les sociétés de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est une référence, par exemple, importante, dominante, dans le dialogue euro-arabe des années 70. Alors, il y eut bien, à cette époque aussi, dans les années... après les indépendances, dans les années 60-70, une tentative de refonder une Méditerranée pour tous les Méditerranéens, et une Méditerranée qui est venue du Sud, dans le plaidoyer politique de Bourguiba, puis de Boumedienne, en faveur d'une Méditerranée lac de paix. Mais les promoteurs de cette initiative en faisaient moins une finalité ou une référence idéale qu'un moyen de desserrer l'étau du conflit Est-Ouest sur l'espace méditerranéen. Alors j'en arrive à la troisième version sur laquelle on s'attardera peut-être un peu au moment de la discussion. Comment analyser maintenant le retour en force de l'idée méditerranéenne depuis les années 80 ? Ce retour se fait moins sur le thème de l'humanisme méditerranéen, comme dans la période précédente, les années 50, puis 30 et 50,
que sur le thème de la solidarité méditerranéenne, une rhétorique très bavarde qui a été illustrée par des centaines de colloques et d'ouvrages, mais aussi une rhétorique qui est produite essentiellement, dans sa très grande majorité, au nord de la Méditerranée. Dans cette rhétorique, les mots de la solidarité ne sont pas ceux de l'Union, au sens fort du terme, d'un espace régional comme en Europe. En 1995, la déclaration de Barcelone parle seulement d'organiser un dialogue, un partenariat, d'entretenir le voisinage, de développer la coopération, des mots relativement faibles. Quant aux arguments de la solidarité, ils se révèlent également ambigus. L'insistance avec laquelle certaines périodes du passé, comme l'époque andalouse, sont sollicitées pour justifier la solidarité et le dialogue méditerranéen, laisse penser que pour les Européens, il est plus facile de revendiquer un héritage méditerranéen ancien que de construire un présent commun avec les hommes d'aujourd'hui sur la base de solidarités plus contemporaines, même si elles sont aussi plus contradictoires. Et ces solidarités plus contemporaines, elles sont quelquefois tout bêtement héritées de l'époque coloniale. Je crois que l'image de Marseille en est un exemple typique. Enfin, si Marseille compte 30% de musulmans, c'est très lié à l'histoire coloniale, en tout cas beaucoup plus qu'à l'héritage de l'Andalousie. Une autre notion qui est ambiguë dans ce retour de l'idée méditerranéenne, c'est la notion de société civile méditerranéenne, à laquelle la conférence de Barcelone avait fait également appel. Comment croire à une civilité commune alors que la libre circulation des hommes a été fortement réduite du nord vers le sud depuis la fin des années 70 ? Il est clair que pour les gens qui ont piloté le processus de Barcelone, le modèle européen d'espace humain commun ne vaut pas pour la Méditerranée. Ces ambiguïtés du discours sur la solidarité méditerranéenne sont en réalité celles du partenariat euro-méditerranéen lui-même, ce régionalisme périphérique proposé par l'Europe à ses voisins du Sud pour gérer la nouvelle donne des relations méditerranéennes. En effet, il y a une nouvelle donne à cette époque. La montée en puissance de la dynamique européenne a engendré un processus contradictoire d'inclusion-exclusion du Sud par le Nord. D'un côté, de l'extension de l'espace européen conduit à intégrer la rive Sud dans la zone d'influence, notamment économique, de l'Europe, mais de l'autre, le développement culturel, politique, sécuritaire, identitaire du projet européen tend à faire de la Méditerranée une frontière humaine, identitaire et politique. Ce processus contradictoire qu'assume Barcelone incontestablement instaure une espèce d'apartheid tempéré, un développement humain séparé en Méditerranée, et c'est porteur, cette réalité porteuse d'un risque majeur de confrontation entre les sociétés. On le voit déjà depuis longtemps, combien la fermeture des frontières humaines de l'Europe, avec les dizaines de milliers de victimes qu'elle a générées, a suscité dans les sociétés du Sud un ressentiment anti-européen que les versions iréniques du discours sur la Méditerranée sont bien en peine de compenser. Et je crois que dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, il y a aussi ce ressentiment, cette méfiance à l'égard de l'Europe qui n'était pas présente du tout de la même façon 10 ans ou 20 ans plus tôt. Et faute d'un véritable espace humain méditerranéen sur le modèle européen, Barcelone a inventé ce qu'on pourrait appeler un espace humain virtuel qui se contente de rapprocher entre eux les voisins méditerranéens du Nord et du Sud par des échanges culturels plus ou moins désincarnés entre acteurs de la société civile. Cette gestion culturaliste des conflits n'est pas supportable longtemps. Elle a d'ailleurs été dénoncée assez fermement par le rapport des Sages en 2004, le rapport sur le dialogue des peuples et des cultures en Méditerranée, qui pointait les dangers d'une vision essentialiste du rapport entre les cultures, et n'hésitez pas à dire que le dialogue des cultures était finalement de la même eau que le choc des cultures. Ça consistait à essentialiser les cultures là où les réalités sont bien plus complexes. Je crois qu'aussi, comme le souligne bien l'expression Euro-Méditerranée, nous sommes à nouveau, comme au début du XXe siècle, dans une logique de Méditerranée européenne. Ce n'est pas une Méditerranée latine, mais européenne. Et cette asymétrie du système euro-méditerranéen qui caractérise Barcelone a fini par se traduire dans les mots. Au début des années 2000, la notion de voisinage a été mise en avant par l'Europe, avec ce qu'elle suggère de clivage implicite entre la famille européenne
qui n'est pas nommé, et les voisins. Au même moment d'ailleurs, tout un vocabulaire identitaire a commencé à pénétrer largement l'idée européenne et plus grave encore l'opinion européenne. À propos de la Turquie, du terrorisme, des immigrés, le rapport à l'altérité musulmane est devenu, dans beaucoup de sociétés européennes, un nouveau ressort des consciences d'appartenance commune qui se substitue au ressort universaliste et humaniste qui avait inspiré la refondation de la nouvelle Europe après la Seconde Guerre mondiale. Or, heureusement, les dynamiques sociales sont plus complexes. En réponse au repli de l'Europe officielle, si on peut dire, sur elle-même, ou de l'Europe intergouvernementale, la société civile impose de plus en plus, par ses pratiques et ses ruses, l'existence d'un espace humain et culturel transméditerranéen. Sur le plan juridique aussi, des millions de binationaux contournent la création d'une frontière musulmane méditerranéenne de l'Europe, et il est amusant de constater qu'il y a peut-être 30 fois plus de mariages mixtes franco-maghrébins que de mariages mixtes franco-allemands. Donc il y a un problème. L'invention d'une frontière méditerranéenne à cet endroit, d'une frontière méditerranéenne de l'Europe, pose problème. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que malgré le coma profond dans lequel est plongé depuis 5 ans le partenariat euro-méditerranéen, le rapport à l'espace méditerranéen continue à interroger fortement le projet européen. Et même lors des débats autour de l'UPM, qui était un projet un peu pipé, il y a eu des choses, des avancées au niveau de la réflexion. Par exemple, les Espagnols avaient repris l'idée d'une union euro-méditerranéenne véritable, totale, à la fois économique mais aussi humaine, qui aurait été un prolongement de l'Europe. En fait, de la gestion du rapport au Sud dépend l'avenir de l'idée européenne. Soit le repli sur une pseudo-identité ethnogéographique bornée par la Méditerranée fait de l'Europe un cercle fermé, otage des fantasmes d'invasion par les nouveaux barbares que seraient les musulmans, soit on revient au pari que François Pérou proposait dès 1954 d'une Europe sans rivage, c'est-à-dire au pari d'un cercle vertueux, assumant totalement la proximité humaine et culturelle avec le sud de la Méditerranée. L'enjeu dans ce cas ne serait évidemment pas d'européaniser la Méditerranée, mais au contraire de reméditerraniser l'Europe, de la réconcilier concrètement et pas seulement virtuellement avec ses racines méditerranéennes. En conclusion, quel est l'avenir de l'idée méditerranéenne? Je disais tout à l'heure, elle ne semble plus faire recette, ou en tout cas elle est beaucoup moins porteuse qu'il y a un moment. Elle a été affaiblie par plusieurs facteurs, l'abus culturaliste qui a été fait de cette idée, la crise du partenariat, mais aussi l'élargissement du glacis méridional européen vers le Sahara et l'Afrique. Il y a un retour à l'idée d'Eurafrique qui se pointe. Par exemple, hier et avant-hier, il y avait une grande conférence eurafricaine dont la conclusion a été faite par M. Hollande et Mme Merkel. Ce n'était pas très eurafricain. Et Hollande a proposé une alliance entre les deux continents autour de différents enjeux sécuritaires, etc. En tout cas, quelles que soient les utopies qui les porteront et les espaces de référence dans lesquels elles s'inscriront, on ne pourra refonder les nouveaux rapports de l'Europe avec ses voisins du Sud qu'en prenant totalement en compte leur dimension humaine et en accordant évidemment une place plus importante que dans l'Euro-Méditerranée aux attentes du Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir respecté ce timing parfaitement. Et du coup, après avoir été un peu replacé là, dans cette identité méditerranéenne, toutes les utopies, les mythes qu'il y a pu y avoir et toutes ces velléités de relations euro-méditerranéennes, je vais passer la parole à Jacques Ouldaoudia qui va revenir un petit peu sur les différentes questions, les différentes analyses qu'on peut tirer à chaud post-révolution arabe dans les différents pays de la rive sud de la Méditerranée. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci aux organisateurs d'avoir organisé cette séance sur des sujets qui sont extrêmement importants et pas seulement à cause des événements récents qui se sont déroulés sur l'autre rive, mais également pour, comme l'a montré Jean-Robert Henry, pour la continuité historique de nos engagements et de nos positionnements dans cette région. Alors, moi, je voudrais essayer de donner des clés pour comprendre ce qui se passe dans nos sociétés du Sud depuis 2010, depuis la fin 2010, des clés pour comprendre
peut-être aussi des clés pour agir, pour construire ou déconstruire des images qui ont surgi. En 2011, c'était l'émergence de la démocratie dans les pays arabes, c'était le grand souffle de l'espoir. Et puis ensuite, il y a eu une espèce de glacis qui a fait qu'on a opposé le printemps arabe à l'hiver islamique, etc. Comment on se sort de toutes ces projections, de ces imaginaires immédiats, de ces photographies réductrices de ces sociétés et des mouvements complexes qui sont à l'œuvre. Alors, on m'avait demandé, parce que je suis économiste de profession, de faire un topo économique, et j'ai décliné un peu cette orientation. D'abord parce que je crois pas que. D'abord parce qu'on a raconté des milliers de choses sur l'économie. Il y a eu des centaines de séminaires sur l'économie. J'y ai même participé, y compris à Marseille, etc. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à dire, sauf que ces pays sont. Enfin, les révolutions ont accru les difficultés économiques de ces sociétés, mais c'est une banalité. Il n'y a rien à dire de plus. Par contre, c'est intéressant de suivre les mouvements qui ont animé ces sociétés, qui n'ont pas du tout porté sur les enjeux économiques, alors même que les mouvements, j'y reviendrai tout à l'heure, ont contesté les modèles sociaux qui étaient exclusifs, qui étaient rentiers, qui laissaient de côté notamment tous ces jeunes en dehors du marché du travail. Donc il y avait bien sûr une base sociale, une base revendicatrice sur ce terrain économique et social, mais ce n'est pas ça que les sociétés ont mis en avant depuis 3 ans. C'est plutôt les questions politiques, les questions de liberté, et les questions identitaires, qui on est par rapport à la place de la religion dans la société. C'est de ça dont je voudrais parler, puisque les sociétés ont mis ça au-devant de leurs exigences. On va parler de deux concepts importants qui ont été au cœur de ce qui s'est passé, de ce qui est en train d'être travaillé dans les sociétés, ce qu'on peut appeler le monolithisme autoritaire d'un côté, et puis la question du compromis. Voilà, c'est de ces deux choses dont je voudrais parler. Et je précise que je vais me limiter aux dynamiques internes des sociétés, sachant que, ça je n'en parlerai pas, il y a bien sûr des enjeux externes qui se passent. D'abord parce que le monde arabe a eu des difficultés à sortir des enjeux Est-Ouest. Hein, il s'est fait piéger plusieurs fois dans la difficulté à saisir que le monde ne se découpait plus comme... Bon, le premier, c'était Saddam Hussein en Irak, juste après la chute du mur de Berlin, on le sait. Donc il y a ces enjeux-là dont je ne parlerai pas, mais qui existent. Et l'autre enjeu, c'est bien sûr un enjeu de leadership dans le monde musulman entre l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite et d'une certaine façon l'Égypte. Je ne parlerai pas de ça, bien que ce soit des facteurs qui travaillent les sociétés. Je voudrais dire que si on prend du recul sur les dynamiques, les trajectoires de nos sociétés du Sud, le mouvement qui s'est inscrit, qui s'est entamé en 2010-2011, pour moi, représente une rupture majeure qui signifie l'épuisement des régimes politiques, sociaux, économiques. Cet épuisement, il est ancien, il a été identifié par les chercheurs dans les rapports des différentes institutions depuis très longtemps, mais ce n'est pas les chercheurs qui font l'histoire, c'est quand les sociétés s'emparent des réalités, des compréhensions des choses, que l'histoire se met en marche. Et là, l'histoire s'est mise en marche parce que les sociétés ont été excédées par le blocage qui était institué à tous les niveaux dans ces sociétés. Après les indépendances, les États, avec la légitimité de le fait d'avoir fait accéder leur pays à l'indépendance, ont construit des États, des sociétés et des États surtout autoritaires, non inclusifs, qui n'ont pas entraîné leur pays dans le développement. Contrairement à ce qui s'est passé, parce qu'il y a bien sûr une référence maintenant, depuis 60 ans, dans d'autres régions du monde, notamment dans l'Asie du Sud. Et moi, j'ai l'habitude de dire que les pays arabes sont restés autoritaires, tandis que les pays d'Asie du Sud-Est, notamment, sont devenus autoritaires développeurs. Alors, ils l'ont fait d'une façon autoritaire, d'une façon musclée. La Corée du Sud, c'était une dictature, c'est clair, mais elle a entraîné sa société dans un processus de développement économique et politique. Ce que Bourguiba, le seul dans les pays arabes, avait tenté de faire au tout début de son magistère après l'indépendance. Et ce processus ne s'est pas achevé. Alors, on est dans une situation où ce
cet équilibre qui s'était constitué après les indépendances autour d'États autoritaires s'est fissuré et a vraiment craqué à partir de 2012. Et quand il a craqué, il a fait apparaître quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il y avait un problème fondamental dans nos sociétés qui n'était pas résolu. C'est la question de la place de la religion dans la société, où on peut le formuler autrement, en termes un peu plus savants, de qui crée la légitimité des règles. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est les hommes? Si c'est Dieu, on ne peut pas les toucher. Si c'est les hommes, on peut les modifier. Et cette question, toutes les sociétés du monde se la posent et ont à trouver une réponse à cette question. Or, dans nos sociétés, le questionnement de cette grande interrogation fondamentale avait commencé à la fin du 19e, au moment de la Nahda, où la question de l'islam, de la raison, etc., avait commencé à être posée. Et cette ébullition intellectuelle, ces questionnements ont été brisés par la vague coloniale qui a déferlé sur la rive sud de la Méditerranée. Et au moment des indépendances, les gouvernements, la plupart des gouvernements, ont importé du Nord un modèle tout fait de légitimité politique basé sur la raison, qui écrasait, ou qui, pas qui écrasait, mais qui évitait de poser la question de notre type de légitimité. Moi qui viens d'Algérie, je peux vous dire que la guerre d'Algérie, elle a été portée par deux forces puissantes qui, à l'époque, se sont bien combinées. Ce qui était présenté au reste du monde, notamment à l'Occident, c'était la référence aux Lumières, c'était la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'était la raison, etc. Mais ce qui faisait prendre le fusil dans le bled pour lutter contre le colonialisme français, contre l'armée française, ce n'était pas Voltaire et les Lumières, c'était le djihad. Et ça, on l'a complètement effacé dans les consciences européennes, parce que ce n'était pas du tout confortable de soutenir des gens qui se battaient pour le djihad, qui avaient confondu la lutte nationale et la lutte religieuse. Ce n'était pas le djihad tel qu'il est entendu aujourd'hui, avec ses aspects salafistes, violents, terroristes, etc. C'était l'expression naturelle dans quoi on inscrit notre lutte pour conquérir l'indépendance. C'était dans cette dimension. Et les États indépendants, la plupart des États indépendants, ont installé des régimes qui écrasaient complètement, qui niaient complètement, avec des élites qui souvent ont confondu la modernité avec l'accession aux apparences de l'occidentalité. Par exemple, c'était moderne de boire du whisky. Voilà. C'était bien de faire des choses comme ça. Bon, voilà. Et il y avait aussi, dans d'une partie des élites du Sud, un immense mépris pour les croyants. C'était des choses arriérées, c'était la modernité, c'était de plus croire, c'était de faire comme les Européens, qui étaient, sans comprendre la complexité des mouvements qui s'étaient passés en Europe. Donc la modernisation politique, on voit, dans nos pays, a été largement inaccomplie. D'abord, pour revenir là-dessus, parce que la question de la légitimité des règles n'était pas posée, elle a été effacée. Et elle a été effacée d'une façon très hypocrite. Toutes les constitutions dans les pays arabes, depuis les indépendances, ont la charia comme référence. Toutes. Avec des formules alambiquées qui disent c'est la référence du droit et c'est pas la référence. Quelque chose qui noie le poisson. Donc on voit bien qu'il y a eu une espèce de mal-être, mais en tout cas, la règle, c'était d'éviter de poser frontalement le problème. Et d'une certaine façon, les pays qui ont instauré à l'indépendance des systèmes politiques qui étaient plus dans la continuité historique, comme le Maroc, ont trouvé des équilibres beaucoup plus stables. Ça, c'est des choses qui peut-être heurtent nos consciences révolutionnaires du Nord. Moi, je suis du Nord et du Sud, donc je peux dire nous du Sud et nous du Nord. Au Nord, on n'aime pas trop la royauté. Souvenez-vous, il y avait même des campagnes de boycott du tourisme au Maroc quand le roi Hassan II avait utilisé des méthodes extrêmement rudes pour construire son État-nation dans les années 70. Voilà. Donc on est dans une situation où enfin les sociétés arabes se posent la question de la place de la religion dans la société et de la légitimité des règles. Je dis enfin parce que ces questions qui devaient survenir ont été 2 fois étouffées, et là, enfin, elles y arrivent. Alors, elles y arrivent, et c'est confus, c'est violent, c'est compliqué, c'est non linéaire comme processus, évidemment,
ça déroute les Occidentaux qui ne comprennent pas très bien tous ces enjeux. Donc moi, j'essaye de vous apporter quelques lueurs là-dessus. Si on revient aux mouvements tels qu'ils se sont passés à partir de 2012, on est frappé par le fait que, malgré la diversité des pays arabes, il y a eu 3 revendications très claires qui ont surgi dans tous les pays. Je ne les hiérarchise pas. Hein. Une revendication de justice sociale, hein, on veut du travail et la fin de la prédation. Une demande de liberté politique, d'expression dans la diversité, ce point est extrêmement important. Et puis une demande plus difficile à formuler de respect, une demande de dignité, une demande autour de l'identité. Voilà. Et ce qui a prévalu, ce qui a pris la place, en tout cas ce que les sociétés se sont attachées à régler, c'est le 3e point. C'est plutôt les 2 derniers points, c'est la question de l'identité et la question des libertés et d'expression. Au travers d'un processus qui a visé à briser ce qui avait constitué toute l'architecture du fonctionnement des sociétés, qui est ce que je peux appeler le monolithisme autoritaire. Monolithisme, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul chef, souvent qu'un seul parti, qu'un seul syndicat, qu'une seule façon de penser, au niveau politique, mais aussi jusque dans les familles, bien sûr, hein, le père de famille, le chef du village, le responsable politique local, etc. Donc un monolithisme autoritaire, parce qu'effectivement, on ne partage pas, on garde tout pour soi, et on force l'entourage, non pas au compromis, mais au consensus. Et moi, j'oppose énormément ces 2 termes. Le consensus, c'est quand on baisse les yeux et qu'on accepte la solution par soumission à l'autorité. Le compromis, c'est quand 2 parties, de force souvent inégales, font des concessions mutuelles pour arriver à un processus qui sanctionne un accord fait justement par des concessions mutuelles entre 2 parties qui, d'une certaine façon, se respectent. Et de ce point de vue-là, si j'anticipe un peu sur la fin, je pense qu'Éric Gobb vous en parlera bien plus, l'événement qui s'est passé en Tunisie est fondamental parce que c'est un vrai compromis obtenu à partir d'un processus long, compliqué, conflictuel, chaotique, etc. Pendant 2 ans, plus de 2 ans, la constituante a travaillé pour élaborer ce compromis qui, certes, ne règle pas tous les conflits en Tunisie, il y en aura d'autres, mais établit une base, établit un point fixe à partir duquel la société peut continuer d'avancer. Et donc voilà, compromis d'un côté et puis consensus de l'autre. Vous voyez qu'on est dans 2 univers complètement différents. Le consensus, c'est le système ancien, c'est le système de soumission volontaire à une autorité intériorisée. Le compromis, c'est au contraire, et le compromis, c'est la base de la démocratie. C'est quand les parties se respectent, elles peuvent s'insulter, des noms d'oiseaux et tout ça, on le voit même ailleurs, au nord, mais se respectent, ça veut dire qu'elles acceptent l'existence de l'autre. Elles ne visent pas, comme ce qui se passe en Égypte, à nier l'existence de l'autre. On a en Égypte une succession, on a eu 3 séquences fabuleusement dramatiques et en même temps fabuleusement intéressantes du point de vue de la clé que je vous propose. Moubarak, c'était tout le pouvoir à ces pseudo-laïcs autour de l'armée, avec les soutiens occidentaux, etc. etc. Mais on occupe tout le pouvoir, on concède aux frères musulmans le soin de s'occuper des œuvres sociales de la société et d'apaiser les classes populaires. Ensuite, il y a eu une période de confusion d'1 an où l'armée est intervenue d'une façon assez confuse après la chute de Moubarak. Et ensuite, les islamistes sont arrivés. Et ils ont reproduit exactement le même schéma de monolithisme autoritaire, sauf que c'était à leur profit. Ils ont voulu tout prendre. Ils ont progressivement, ils se sont étalés tout doucement dans la société pour occuper tout l'espace en violant les règles, mais dans une logique qui était totalement de la même nature que celle qui avait été prise par Moubarak. Et après le coup d'État populaire, bon, le débat n'est pas de qualifier ce qui s'est passé le 1er juillet 2013, mais après le retour des militaires qui ont éliminé les islamistes qui ont beaucoup résisté, on retrouve un schéma de monolithisme autoritaire où Sisi, le maréchal Sisi, et peut-être futur président, et le système de l'armée qui s'est constitué autour de lui, cherche réoccupe tout l'espace et exclut l'autre. Donc on n'est pas du tout dans le début
d'une recherche de compromis, puisque l'autre n'est pas considéré comme qualifié pour faire partie, pour dialoguer. Voilà, donc on voit bien que la question du compromis, c'est en ça que c'est une façon de réfléchir les sociétés, les révolutions dans les pays arabes aujourd'hui et de penser une action, c'est est-ce qu'on soutient ceux qui font les compromis, c'est-à-dire est-ce qu'on soutient le principe même du respect des partis pour aboutir à des équilibres nouveaux, ou bien est-ce qu'on prend parti dans les conflits, comme en Égypte, qui peuvent opposer une partie ou l'autre et qui, finalement, peuvent donner l'impression qu'on soutient une tentative d'écrasement d'une partie contre une autre. Pour moi, la question de ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, c'est important, évidemment, de dénoncer la répression féroce que le général Sisi et son armée et son gouvernement ont provoqué contre les frères musulmans. Le récent procès de 521 condamnations à mort a été un des clous du ridicule et de l'ignominie en la matière. C'est important de le dénoncer, mais fondamentalement, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est vraiment l'idée qu'on n'accepte pas que l'autre existe, on veut occuper tout l'espace. Et la démarche de compromis, c'est justement quelque chose qui s'acquiert et qui crée les bases fondamentales de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas les élections. Les élections devraient être le processus ultime de la démocratie. On voit bien qu'en Afrique, et pas seulement en Afrique, quasiment toutes les élections, tous les résultats des élections sont contestés. Pourquoi? Parce que les élections ont été importées clé en main et finances en main. Hein. Les élections sont payées par les pays du Nord, notamment en Afrique. Et pas seulement, oui, par les pays du Nord, par l'Europe et les États-Unis, etc., avec l'idée que c'est elle qui règle la question de la démocratie. Or, une règle aussi complexe que la démocratie ne peut fonctionner que si elle est soutenue par un imaginaire social qui porte les règles. Les règles, quand elles ne sont pas portées au profond des sociétés par ce qu'on peut appeler l'imaginaire social, ça c'est une référence à Castoriadis, mais on peut l'imaginer, on pourrait dire la culture, ou on pourrait prendre d'autres mots pour ça. Les règles ne sont pas appliquées. Et on voit bien que la démocratie, ce n'est pas d'imposer des règles, notamment les élections avec des observateurs européens ou je ne sais où, qui contrôlent qu'il n'y a pas de violence, etc., qui sont vraiment pas du tout la solution. La question, c'est de soutenir les institutions qui émanent des sociétés, qui émanent de l'imaginaire et qui ne sont pas forcément l'exacte reproduction des institutions, notamment politiques, qui sont au Nord. Et l'idée même de repenser les rapports entre le Nord et le Sud d'une façon nouvelle, c'est justement d'accepter que les sociétés du Sud produisent des règles qui ne sont pas forcément déduites, même si elles peuvent être influencées par les règles qui ont été faites au Nord. Et en matière politique, c'est extrêmement important. Et ça fait des années que le Nord se trompe en pensant que, parce qu'il vend avec son aide extérieure des institutions, il va modeler les sociétés du Sud. Mais les sociétés du Sud, elles résistent, elles ne sont pas d'accord. Et elles peuvent accepter comme ça pendant un certain temps. Et à un autre moment, elles se rebellent et elles retournent une partie de la violence contre le Nord parce que le Nord choisit ses partenaires au Sud. Tout à l'heure, Jean-Robert a parlé du partenariat euro-méditerranéen qui avait une dimension contact entre les sociétés du Sud et du Nord. Mais le partenariat euro-méditerranéen, il avait fabriqué la société du Sud telle qu'il la voulait. C'était des francophones et des anglophones. Les barbus, les arabophones, etc., ils étaient exclus. Or, les élections relativement honnêtes ont révélé qu'elles représentent à peu près 40% des populations du Sud. On peut, comme ça, exclure une partie de la population. Voilà, les choses se retournent contre nous. C'est comme l'histoire de la guerre d'Algérie où on avait effacé cette dimension djihad, cette dimension religieuse, nationaliste et religieuse qui avait porté les paysans algériens à se rebeller contre le colonialisme. On ne peut pas toujours, parce qu'on est les plus forts,
projeter sur les sociétés du Sud l'image qu'on veut. Il faut accepter qu'elles soient différentes, qu'elles soient parfois contradictoires, que parfois ça soit source d'incompréhension et de conflits. De toute façon, les conflits, on les a. Alors il vaut mieux avoir porté le regard le plus clair sur les sociétés et le plus respectueux aussi, y compris parce qu'une partie des sociétés, enfin les sociétés se sont interpénétrées, une partie des sociétés du Sud de la Méditerranée sont aussi, également au Nord, et qu'on voit bien que les crispations, il y a des crispations au Sud largement, enfin, dont j'ai parlé, notamment sur la question de la place de la religion qui est en voie d'être réglée en Tunisie en tout cas, mais qui n'est pas du tout réglée dans les autres pays. En Algérie, c'est clair. Au Maroc, c'est sur un long processus quelque chose qui se monnaie dans la complexité des compromis justement au quotidien que les autorités marocaines ont l'art de faire passer, avec des conflits bien sûr. On voit bien qu'en Syrie, en Égypte, etc., cette question n'est pas réglée. Ça, c'est pour les crispations, je dirais, au Sud. On a aussi des crispations au Nord. Je veux dire, les élections telles qu'elles se sont passées récemment sont aussi une manifestation de ces crispations. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un grand sujet et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous voyez de quoi je parle. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à porter le regard le plus précis, le plus respectueux sur les sociétés du Sud qui sont, par la géographie, qui sont là pour toujours. Et donc, on est, je dirais, presque condamné à se comprendre et en tout cas à améliorer notre compréhension du fonctionnement des uns et des autres en essayant de déchausser nos lunettes telles qu'elles ont été forgées par 300 ans de domination. On voit bien que cette période est en train de s'achever. Donc, notre intérêt du Nord, notre intérêt du Sud, c'est vraiment de changer de paradigme, d'inventer des nouvelles façons de se comprendre, de se regarder, de dialoguer. Et voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup pour avoir fait état de la complexité des différents pays, rive sud, rive nord. Je vais tout de suite passer la parole à Éric Gob, qui va nous parler du cas bien spécifique de la Tunisie, en revenant sur la genèse, les étapes et les scénarios futurs du compromis démocratique qu'ils ont réussi à adopter très récemment. Merci. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, vous allez voir, mon exposé fait écho à l'intervention de mon collègue. Donc je vais faire un focus sur la Tunisie et plus particulièrement sur, je dirais, le clivage entre ce que j'appelle les sécularistes et ce qu'on pourrait appeler, mais les termes sont toujours un petit peu faussés, les islamistes en Tunisie, et plus particulièrement depuis les élections à l'Assemblée constituante le 23 octobre 2011. Je dirais que les événements, justement, qui scandent la vie politique tunisienne depuis ces élections, jusqu'à l'adoption du texte constitutionnel, 26 janvier 2014, mettent à nu les contradictions, les ambiguïtés qui traversent la société tunisienne. Mais je dirais que ce qui retient notre attention, ce sont les évolutions récentes et notamment le changement d'attitude adopté par le mouvement islamiste ou islamo-conservateur, Ennahda, depuis quelques mois. En effet, ces tentations hégémoniques semblent s'estomper aujourd'hui au profit de ce que j'appelle une démarche consensuelle, mais disons que je nuancerai un petit peu le propos entre la différence entre consensus et compromis. Il y a un juriste qui s'appelle Ayyad Ben Achour, un juriste tunisien, un fameux juriste tunisien, qui justement distingue entre le consensus religieux, le ijma, c'est-à-dire le consensus des jurisconsultes autour des questions de droit, et le consensus dans le sens là de compromis, c'est-à-dire qu'on arrive à construire des compromis à travers une démarche consensuelle, à travers un consensus que l'on obtient au sein d'une assemblée. Donc, quand je parle de consensus, c'est plutôt dans ce sens-là, dans le sens de compromis, et non pas dans le sens de ijma, dans le sens plus religieux. Alors, depuis le début de 2012, pourtant, les dirigeants nardaouis, donc les dirigeants de Ennahda, qui a
qui ont gagné les élections du 23 octobre 2011, même s'ils n'ont pas obtenu la majorité absolue. Ils détenaient 40% des sièges et avaient obtenu 37% des voix. Donc les dirigeants nahdaouis avaient montré qu'ils n'étaient pas très favorables au maintien des structures qui avaient initié le cadre juridique et institutionnel de ces premières élections à l'Assemblée nationale constituante, et dont les principales figures étaient des membres, on va dire, de gauche, entre guillemets progressistes, ou des individus réputés pour leur indépendance d'esprit, mais des individus plutôt dans le courant séculariste et perçus par les dirigeants nahdaouis comme des adversaires politiques. Donc Ennahda, se prévalant de la légitimité électorale du 23 octobre 2011, avec la caution de deux petits partis politiques, de deux alliés, on va dire là aussi plus ou moins sécularistes au sein de la Troïka, le Congrès pour la République et le parti Ettakatol, a entrepris en fait de remettre à plat le dispositif créé lors de la première phase de la transition. Je dirais que ce faisant, en refusant de capitaliser sur l'expérience acquise par ces institutions, la Troïka au pouvoir, donc ces trois partis, va créer jusqu'à la fin de 2013 les conditions d'une crise de confiance entre acteurs du processus, qu'on va dire transitionnel, alimentée évidemment par la détérioration de la situation économique et sociale, on rappellerait le développement du chômage, notamment des jeunes diplômés, l'inflation galopante, la chute des investissements, etc. Et surtout l'absence d'un agenda politique précis et la tentation de Nahda d'exercer son hégémonie sur l'appareil d'État à travers des nominations et sur le secteur des médias en refusant de mettre en œuvre deux décrets-lois qui avaient été adoptés lors de la première phase de la transition et qui libéralisaient les médias. Donc Ennahda, incapable ou non désireux de faire aboutir la rédaction de la Constitution dans un délai d'1 an, comme cela a été prévu par le décret de convocation des électeurs à l'Assemblée constituante. Donc les dirigeants d'Ennahda ont instillé petit à petit le doute sur leurs réelles intentions politiques, notamment auprès de cette partie de la population tunisienne, séculariste, que, évidemment, la victoire du parti islamiste avait mis en émoi. Et donc le développement de la violence politique, à partir de cette époque, à partir des élections, la dégradation de la situation sécuritaire et la focalisation du débat public sur les questions de l'identité et de la religion ont alimenté une tension politique qui a contribué à scinder, je dirais, la société tunisienne en deux pôles antagoniques, on va simplifier un petit peu, l'un islamiste et l'autre séculariste. Et je dirais que cette bipolarisation des clivages est en quelque sorte concomitante de la montée de la violence politique. Et d'une certaine façon, elle a alimenté cette violence politique qui a atteint son paroxysme en 2013 avec les assassinats par des membres présumés du groupe salafiste radical Ansar al-Sharia de deux hommes politiques, Choukri Belaïd, assassiné le 6 février 2013, et Mohamed Brahmi, assassiné le 25 juillet 2013. Alors ces deux hommes politiques étaient membres du Front populaire, qui est une coalition regroupant partis et associations, je dirais, allant de l'extrême gauche, par exemple c'était le cas de Choukri Belaïd, qui était, on pourrait dire, d'extrême gauche, matinée de nationalisme arabe, aux nationalistes arabes, plutôt Mohamed Brahmi, en passant par les écologistes, donc une coalition assez relativement hétérogène. Donc, cette violence politique s'est traduite par la multiplication d'actions terroristes de la part de groupes armés, dont le point d'orgue a été l'assassinat, le 29 juillet 2013, dans le mont Chaambi, qui est dans le gouvernement de Kasserine, à la frontière algérienne, de 8 militaires tunisiens qui étaient tombés dans une embuscade et qui ont été mutilés. Je ne sais pas si vous avez pu voir donc les images qui ont marqué l'opinion tunisienne. Alors, ces événements sanglants, cette accumulation d'événements sanglants a débouché sur une grave crise politique qui a poussé le président de l'Assemblée nationale constituante, le chef du parti Ettakatol, qui était membre de la Troïka, Moustapha Ben Jaafar, à suspendre le 6 août
2013 les travaux de la Constituante pendant 2 mois. Et en septembre 2013, face à cette impasse, face à ce blocage du processus politique, pour sortir justement de l'impasse, un quartet constitué de la principale centrale syndicale, l'UGTT, constitué de la centrale patronale, l'UTICA, ce n'est pas la peine que je développe les sigles, constitué également de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme et de l'Ordre national des avocats de Tunisie, donc je dirais plutôt des organisations qui sont plutôt proches de l'opposition séculariste, qu'on pourrait dire à vocation séculariste, se sont posés en médiateurs du conflit entre les forces politiques. Donc l'objectif de ce quartet est de faire adopter aux principales formations politiques qui sont représentées à la Constituante et qui se regroupent là dans une sorte de mini-parlement qui sera appelé le dialogue national, de leur faire adopter une feuille de route destinée justement à parachever le processus transitionnel par l'organisation d'élections présidentielles et législatives. Alors ce plan, cette feuille de route, prévoit dans un premier temps 3 étapes. Une première qui porte sur l'élection d'une nouvelle instance électorale, l'instance supérieure indépendante pour les élections, qui succède à une première instance qui avait organisé les premières élections et qui est censée, je dirais, remplacer l'administration dont on peut supposer qu'il y a des problèmes de neutralité. La deuxième étape concerne le choix d'un Premier ministre et d'un nouveau gouvernement qui n'est pas un gouvernement, entre guillemets, politique, puisqu'il est constitué de technocrates, on va dire de hauts fonctionnaires, supposés apolitiques. Et enfin, une troisième étape qui consiste à accélérer le processus de rédaction de la Constituante en adoptant une démarche consensuelle, donc de construction de compromis par consensus. Alors, après moult hésitations et atermoiements, le parti Ennahda accepte cette feuille de route le 28 septembre 2013, encouragé notamment par son partenaire de la Troïka, Etakattol, qui est un parti, on va dire, pour faire rapide et simple, qui représente la bourgeoisie tunisoise, alors que, de son côté, l'autre parti membre de la Troïka, le Congrès pour la République, donc le parti de l'actuel président de la République tunisienne, adopte une attitude critique sans pour autant faire obstruction à l'application de cette feuille de route. Et donc on se retrouve là à la recherche d'un compromis constitutionnel, et donc les différents protagonistes du dialogue national, je dirais non sans difficulté, évidemment, s'entendent sur les modalités de l'élection des membres de la nouvelle instance électorale que j'ai évoquée. Ensuite, ils se mettent d'accord, là aussi avec des difficultés, sur le choix du nouveau Premier ministre, Merdi Jama, qui est l'ancien ministre de l'Industrie du gouvernement dirigé par le Nahdaoui Ali Laharayev, et qui présente un profil de technocrate sans affiliation partisane connue. Alors, je crois que les modalités de rédaction du texte constitutionnel sont particulièrement éclairantes, justement, pour appréhender les mécanismes mis en œuvre pour favoriser l'émergence de compromis. Un avant-projet de texte constitutionnel est rendu public une première fois en avril 2013 au sein de la Constituante, et il prend la forme d'un projet de constitution qui lui est présenté officiellement le 1er juin 2013. Alors le texte rédigé ainsi suscite de fortes critiques au sein de l'opposition séculariste et chez une majorité de spécialistes de droit public qui sont eux-mêmes plutôt proches du courant séculariste. Et pour dépasser les conflits justement autour du projet, une commission ad hoc, présidée par Moustapha Ben Jaafar, donc le président de la Constituante, une commission ad hoc qui s'appelle la Commission des consensus, le pluriel est intéressant, Lajnat et Tawafuqat, est créée. Alors, cette commission est composée, je dirais, principalement des présidents des groupes parlementaires de la Constituante ou de leurs représentants, et elle est chargée de proposer des amendements au texte constitutionnel présenté en juin 2013 pour satisfaire les uns et les autres. Par ailleurs, pour accélérer l'adoption en plénière de la Constitution, le président de la Constituante écarte les 3/4 du millier d'amendements qui étaient alors proposés par les membres de la Constituante. Et donc, au bout du compte, on a une Constitution qui est adoptée donc, le 26 janvier 2014 par 200 voix pour, 12 contre et 4 abstentions.
Alors je dirais que l'accouchement dans la douleur de la nouvelle constitution tunisienne est révélateur de la difficulté d'acteurs politiques portant des visions antagoniques de la société à faire, je dirais, émerger un consensus sur le dissensus. Se mettre d'accord, ce sur quoi on ne s'entend pas. Le texte constitutionnel lui-même contient donc des dispositions ambiguës et contradictoires qui véhiculent deux conceptions opposées de l'État, je dirais l'une séculariste et l'autre islamo-conservateur. Alors je dirais pour les tenants d'une conception séculière de l'État, celui-ci est l'incarnation d'une communauté abstraite, transcendant intérêt et clivage, et dont le rôle est de garantir les droits et libertés, c'est-à-dire en gros les droits de l'homme dans leur acception universelle. Pour Ennahda et pour d'autres aussi, qui sont adeptes de ce qu'on pourrait appeler d'une forme de conservatisme islamique, l'État a d'abord vocation à préserver et à défendre l'authenticité de la société. L'État est en quelque sorte le gardien de l'identité islamique du pays. Alors, par exemple, la formulation, dans cette nouvelle constitution, la formulation ambiguë de l'article 1er de la Constitution de 1959 a été maintenue. Alors cet article disposait, je le lis, « La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, sa religion est l'islam, l'arabe sa langue et la République son régime ». Je dirais que tout en laissant planer une ambiguïté justement entre islam, religion d'État, et islam, religion de l'État, cette disposition a permis d'évacuer implicitement toute référence à la charia ou au principe de la législation islamique. Les constituants, je dirais après de laborieuses tractations, ont décidé d'en préciser la portée interprétative dans l'article 2 de la Constitution, qui précise que l'État a un caractère civil. Il est basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. Donc les articles 1 et 2, c'est intéressant de noter, sont dotés d'une valeur supraconstitutionnelle, puisqu'il est affirmé dans ces mêmes articles qu'ils ne sont pas susceptibles de révision. Dans le même temps, le texte du préambule qui a fait l'objet d'âpres débats au sein de la commission des consensus donne des gages, je dirais, à une conception islamo-conservatrice de l'État, en faisant référence à l'identité arabo-musulmane, aux enseignements de l'islam et à l'appartenance culturelle et civilisationnelle à la nation arabe et musulmane. L'article 6, de son côté, lui tente de concilier, je dirais, exercice des libertés individuelles et intervention de l'État dans les affaires de la religion. Alors, je le cite, « L'État est le gardien de la religion, il garantit la liberté de croyance, de conscience et de libre exercice des cultes. Il est le garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane. L'État s'engage à protéger les sacrés et à interdire d'y porter atteinte, comme il s'engage à interdire les campagnes d'accusation, d'apostasie et l'incitation à la haine et à la violence. » Je dirais que là, en échange de l'abandon de la criminalisation de l'atteinte au sacré, qui était notamment présent dans la première version de la Constitution, dans le draft de la Constitution, Ennahda a obtenu que l'État devienne le gardien de la religion et se charge de protéger les sacrés. Premier compromis. Reste à savoir, bien sûr, ce qu'il convient d'entendre par les sacrés et dans quelle mesure interdire d'y porter atteinte peut avoir des conséquences sur la liberté d'expression. C'est là toute l'ambiguïté. Quant aux sécularistes, de leur côté, ils ont réussi à faire admettre le principe de la liberté de conscience, chose tout à fait nouvelle, et à ériger sa protection au rang d'obligation étatique, au même titre que la liberté de croyance et de libre exercice du culte. Cette affirmation de la liberté de conscience apparaît comme un véritable acquis, comme un acquis considérable dans la région, dans la mesure où elle sous-tend la possibilité pour un musulman de changer de religion. Concernant le statut constitutionnel des femmes, l'article 21 acte le recul d'Ennahda sur le caractère complémentaire des textes, puisque dans les premières versions, il était affirmé que les hommes et les femmes étaient complémentaires, et il prévoit que les citoyens et les citoyennes sont égaux en droit et en devoir. Et l'article 46 dispose de son côté que l'État garantit l'égalité des chances et prend les mesures nécessaires afin d'éradiquer la violence contre les femmes. La logique de l'échange que j'ai évoqué se trouve aussi dans l'article 38 qui se rapporte
à l'enseignement. Cet article exhorte l'État à œuvrer à l'ancrage et à la généralisation de la langue arabe, à enraciner l'identité arabo-musulmane dans l'enseignement. Donc ainsi formulé, je dirais que ce texte peut ouvrir la porte à l'arabisation totale du système éducatif tunisien, qui, je le rappelle, n'est pas complètement arabisé, puisque les disciplines scientifiques continuent d'être enseignées en français. Alors, de leur côté, les sécularistes ont pu obtenir, dans le cadre de cet article, de faire adopter un amendement qui précise que l'État, donc à côté de l'État comme, je dirais, gardien de l'identité, on a un État qui veille à l'ouverture sur les langues étrangères, je cite, les civilisations humaines et la diffusion de la culture des droits de l'homme. Alors ce texte, je dirais, pose un problème dans la mesure où il précise que les traités internationaux ratifiés ont un caractère infraconstitutionnel, donc sont à un niveau dans la hiérarchie des normes inférieur à la Constitution, ce qui inquiète une partie des juristes qui voient là la possibilité pour l'État de ne pas respecter ses obligations internationales en matière des droits de l'homme. Je dirais que la démarche consensuelle, la démarche de compromis, en dépit des dispositions contradictoires qu'elle a contribué à introduire dans le texte constitutionnel, a permis quand même l'adoption d'une constitution qui a repoussé, peut-être de manière provisoire, reste à voir ce qui nous attend dans l'avenir, donc le spectre de l'enlisement du pays dans une violence endémique évidemment susceptible d'hypothéquer les chances de voir émerger un régime politique démocratique à l'issue du processus transitionnel. Et le fait d'avoir cédé le gouvernement et d'avoir adhéré, je dirais, à une approche consensuelle de la transition, a donné au mouvement Ennahda plus de latitude, évidemment, pour se consacrer aux futures échéances électorales. Et je dirais que par la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie, de cette acceptation de compromis, Ennahda poursuit plusieurs objectifs. Tout d'abord, il s'agit pour Ennahda de montrer un visage différent, d'un parti plus attaché aux valeurs de la Tunisie contemporaine et disposé à défendre certains de ses acquis, hérités notamment du bourguibisme, en acceptant de faire des concessions et en montrant son attachement aux valeurs des droits de l'homme et aux standards internationaux de la démocratie. Ennahda aussi veut se faire reconnaître par les partenaires occidentaux, d'où l'interaction aussi avec évidemment les acteurs externes, donc de faire reconnaître par les partenaires occidentaux de la Tunisie, se faire reconnaître comme un acteur politique, comme l'acteur politique plus précisément, qui a fait le plus de concessions pour ménager la seule transition démocratique du monde arabe qui actuellement a des chances d'aboutir. Ensuite, elle fournit, je crois, au parti l'occasion de sortir de la bipolarisation en faisant en sorte de déplacer le débat public sur des sujets à caractère économique, social et politique, sur lesquels, par exemple, Ennahda peut se retrouver en adéquation avec d'autres courants politiques. Alors, en conclusion, je parlerai un peu des limites de cette approche. Donc, des processus qui reposent en grande partie sur la recherche de compromis entre partenaires politiques, je dirais quand même aux conceptions de la société plutôt antagoniques, sont vulnérables. Je dirais qu'ils sont marqués par des compromis de contours assez imprécis et qu'ils ne sont pas à l'abri d'événements déstabilisateurs comme l'assassinat d'un leader politique qui peut évidemment mettre en péril la transition politique. Reste à savoir si l'approche consensuelle, cette approche par compromis, va permettre de rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés, et je dirais entre acteurs ayant de grandes difficultés à construire des pactes politiques. Parce que les pactes politiques que j'ai évoqués rapidement se sont construits véritablement dans la douleur. Donc construire des pactes politiques qui puissent déboucher sur l'institutionnalisation d'un régime démocratique. Je dirais que dans cette perspective, deux grands types de difficultés pourraient faire dérailler cette transition. Je dirais le premier type de difficulté se rapporte à l'interprétation et à l'application des dispositions de la nouvelle Constitution par les tribunaux et l'administration. Le second concerne, je dirais, le degré d'adhésion
des Tunisiens au processus politique et constitutionnel. En effet, ce processus est très probablement tributaire, je dirais, d'un rétablissement de la confiance de la population vis-à-vis des gouvernants. Je dirais que si on écarte l'événement déstabilisateur que j'ai évoqué précédemment, les réponses données à des questions aussi cruciales que la neutralisation de l'administration, puisque Ennahda a mené une politique de nomination au sein de l'administration qui est fortement contestée par l'opposition, la question de la neutralisation des lieux de prière, ce qui signifie une reprise en main, d'une certaine façon, de ces lieux de prière, donc des mosquées, par l'État, la régulation des médias, donc l'application des décrets-lois libéraux qui ont été pris durant la première phase de la transition, l'organisation et le déroulement du processus électoral, ainsi que la participation des électeurs seront, je dirais, le meilleur des baromètres pour tenter de mesurer ce degré de confiance, ce rétablissement de la confiance entre les Tunisiens et, je dirais, leur élite politique. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Éric Gob. Alors, c'est votre tour. Je ne sais pas si ces 3 interventions assez denses de cette première partie de matinée vous inspirent, vous interrogent. En tout cas, on a 20 minutes de débat. Donc voilà, je vous invite à poser vos questions, faire vos commentaires aux 3 intervenants qui sont avec moi à la tribune. Je ne sais pas si, oui, il y a une jeune femme qui a un micro. Oui, merci beaucoup pour vos 3 interventions et pour l'organisation de ces journées. Sans rentrer profondément dans un sujet, j'aimerais déjà comprendre ce qui vous différencie sur ces questions d'analyse et notamment la question du consensus et du compromis. Mieux comprendre 2 positions que je ressens, je parle des 2 dernières, différentes, ou peut-être qu'elles ne sont pas si différentes. Mais comme ça me paraît une question centrale, effectivement, la position de compromis, la position de consensus, comment se fait-il que vous les positionnez aussi différemment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est à l'œuvre dans les situations, en fait? On va prendre plusieurs questions. Pas d'autres questions pour... Ah si. Oui, il a été question essentiellement de l'Égypte, de la Tunisie et du Maghreb. Comment inscrivez-vous l'évolution de la Turquie en ce moment ? Bonjour, merci pour vos interventions. Juste, je voudrais revenir sur l'intervention de M. Ould Aoudia, sur notamment la question de l'islam, la lecture que vous faites notamment de la question de la loi, est-ce qu'elle vient de Dieu, est-ce qu'elle vient des hommes. Donc j'avais l'impression que vous défendiez la mise en place de certains islams politiques. Alors peut-être que je me suis trompé et j'étais pas d'accord avec votre lecture justement des 2 moments de cassure de cette question de l'islam, donc au moment de la Narda puis au moment des indépendances, puisque pour moi vous évacuez complètement la question du panarabisme en fait. Moi je lirais plutôt avec Olivier Roy par exemple la montée d'un certain panislamisme avec la défaite de ce panarabisme. Voilà. Une dernière peut-être? Bonjour.
La question est la suivante. Donc, est-ce que vraiment cette idée de la polarisation entre progressistes et islamistes reflète vraiment le terrain, la réalité des choses en Tunisie? Merci. Oui, une dernière question peut-être? Dernière. Oui, qui risque d'en recouper d'autres. Pourquoi la Tunisie? Je veux dire, quels sont les facteurs propres à cette entité territoriale, son histoire, sa société, qui fait qu'effectivement, elle semble trouver une issue, alors qu'ailleurs, ça semble si difficile. Quelles sont les particularités qui peuvent expliquer ça? Merci. Ok. On s'est un petit peu réparti les réponses. Sur la question de la Turquie, effectivement, bon, la Turquie, ce n'est pas un pays arabe, il y a énormément de différences fondamentales, etc. Et en même temps, la Turquie a entamé à partir de 2000 une phase tout à fait nouvelle dans son histoire, puisque les vieilles élites stambouliotes, républicaines, kémalistes, relativement hostiles sociologiquement à la religion, ont laissé la place à l'AKP, donc parti de l'islam politique, venu plutôt de l'intérieur, plutôt des couches moyennes, qui jusque-là avaient été exclus des grands compromis d'Istanbul, en termes d'accord entre le pouvoir et la richesse, on va dire. Et cette coalition qui s'est aussi beaucoup appuyée électoralement sur les couches marginalisées, les couches pauvres, appauvries par les arrangements libéraux, on va dire, hein, pour aller vite, de la bourgeoisie laïque. Cette coalition a connu quelques succès économiques. D'abord, elle a maintenu les équilibres qui avaient été acquis par le dernier gouvernement laïque qui avait précédé leur arrivée, et notamment l'action de Kemal Dervish, le ministre des Finances, qui avait réussi à briser une inflation à presque de 100%, des déséquilibres énormes, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ils ont maintenu ces équilibres, ils ont fait quelques avancées en matière sociale, notamment en matière de santé, et ils ont connu grâce à cet équilibre macroéconomique rétabli, connu un développement assez impétueux, d'autant plus impétueux, enfin de plus en plus vif que l'Europe commençait déjà à ralentir avant la crise de 2008 déjà, et encore plus après. Donc voilà. Sauf que à partir de 2009-2010, ce gouvernement AKP a commencé à développer des tendances autoritaires visant à substituer le contrôle de la société par l'armée, qui était le fait des kémalistes, au contrôle de la société par la police, qui est beaucoup plus efficace pour contrôler la société. Elle est parfois moins brutale, mais en tout cas beaucoup plus efficace. Donc on a quelque chose. Ensuite, il y a eu des déboires diplomatiques de la Turquie qui, très sûre d'elle, forte de la notoriété et du prestige que ces dirigeants AKP avaient pris dans le monde arabe, puisqu'il y a plein d'enfants, par exemple, dans le monde arabe qui s'appellent Erdogan. Voilà. Finalement, il y a eu des déboires, notamment et principalement sur la Syrie, mais pas seulement. Donc, l'étoile de l'AKP et d'Erdogan a pâli, au point que, bon, il y a eu les événements de Gezi, hein, au mois de juin, comme vous savez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si je le replace dans la grille de lecture que j'ai proposée, qui était que ce monolithisme autoritaire a été profondément mis en cause par une société plus éduquée, plus urbaine et ouverte sur le monde par Internet, et ça c'est pour toutes les sociétés du sud et de l'est de la Méditerranée, Turquie comprise, eh bien Erdogan, quand il a essayé de remettre en place un système monolithique autoritaire, il a été de plus en plus contesté. Ça a été Gezi, les événements de Gezi de juin de 2013, mais les récents événements en termes électoraux, les élections électorales qui ont eu lieu dimanche dernier, oui c'est ça, ont montré que cette tendance, cette volonté, cette tendance islamo-conservatrice, désireuse de sécurité, d'ordre, etc., est toujours puissante, puisqu'il a réaffirmé sa légitimité par le gain des élections. Et
bon, c'est un autre débat, mais parce que, y compris, ça a des connotations de ce côté-là, enfin, européennes, l'idée que c'est les élections qui légitiment, qui règlent les questions juridiques, hein, les questions judiciaires. Erdogan a dit, la vérité des accusations qu'on porte contre moi en termes de corruption, elle est au fond des urnes. Berlusconi a fait la même chose, et puis un grand acteur en France récent fait aussi la même chose. Je veux parler de Sarkozy. Hein. C'est ça, hein, qu'il est en train de dire. On a gagné les élections, donc maintenant, les affaires, la justice doit se calmer contre moi. Donc voilà, ça c'est le schéma turc. Donc une évolution vers l'autoritarisme, et les sociétés ne le supportent plus, parce que la résistance à ce monolithisme autoritaire, même s'il va continuer à perdurer parce que c'est des tendances lourdes, elle est profonde, elle tient au fait aux mutations fondamentales et irréversibles des sociétés, et les sociétés arabes ne peuvent plus vivre dans cette espèce d'apparence unanime, etc. Les jeunes, instruits, urbains, et pas seulement les jeunes, le contestent, et ça, encore une fois, c'est totalement irréversible. Et les sociétés arabes, pour l'instant, pour revenir aux sociétés arabes, ne savent pas vivre dans cette diversité, ne savent pas manager, à part les Tunisiens qui, justement, par le compromis, ont fait des pas importants. Je voudrais juste terminer. Alors, la question de la légitimité, panarabisme, vous avez oublié le socialisme également, le socialisme arabe, etc. La question que je pose sur la question de la place de la religion, elle est bien plus profonde que la question du panarabisme ou du panislamisme ou du socialisme, etc., qui sont des mouvements, certes, pour le panarabisme important, mais qui n'ont pas ce côté universel. La question de la discussion de la place de la légitimité des règles, elle est fondamentale. Est-ce que c'est les droits de l'homme ou les droits de Dieu? On a mis combien de décennies à régler cette question en France? Et d'ailleurs, est-ce que c'est si bien réglé que ça, la question de la laïcité? La laïcité française est très agressive contre les religions, beaucoup plus qu'en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple. Je ne juge pas, hein. Je constate simplement que cette question, elle est complexe, elle n'est pas totalement achevée en France. Je ne sais pas si des sociétés ont fini par trouver un équilibre là-dessus, mais les sociétés arabes, elles sont en plein elles sont dans l'abord de cette question qui, je pense, cette fois-ci, ne va plus être étouffée. Mais les tentatives d'étouffement de cette question sont nettes. En Égypte, c'est clair que les élites cherchent en criminalisant le parti qui représente 40% de la population. D'abord, ils provoquent des scissions vers les franges les plus radicales de l'islamisme. Pour moi, c'est donc une erreur politique majeure. Et deuxièmement, on ne peut pas rejeter 40% de la population et l'effacer en reconstituant une espèce de monolithisme qui écraserait. Voilà, il y a un dernier point, mais peut-être que sur l'opposition entre les progressistes et les islamistes, ça, d'abord, je ne pense pas que le mot progressiste a été prononcé ici, mais ça, c'est effectivement quelque chose d'important à voir, à traiter, parce qu'il y a aussi beaucoup d'illusions et de projections des concepts du Nord sur les pays du Sud. Mais je m'arrête là. Si. Oui, pour rebondir sur l'opposition progressiste islamiste, bon, je n'ai pas utilisé le terme progressiste, j'ai utilisé le terme séculariste. Alors, je crois que j'ai utilisé progressiste au début de l'exposé en évoquant, entre guillemets, certains des dirigeants des premières instances de la transition, en disant qu'ils venaient de la gauche dite progressiste. Voilà, quelque chose comme ça. Mais la distinction que j'ai faite est une distinction entre, je dirais, une conception séculariste, et je n'ai pas utilisé le terme laïque, parce que les choses, évidemment, c'est pas la laïcité à la française, en Tunisie, c'est le moins qu'on puisse dire. Disons, des partis politiques et des associations, des groupements sécularistes, avec un pendant, je dirais, entre guillemets, là aussi islamiste, les mots sont faussés, mais conservateur, religieux, islamique, voilà. C'était plus autour de ça que j'ai fait, la distinction. Et donc, par exemple, je dirais pas que le parti Nida Tunis, qui est le principal adversaire politique de Narda, est un parti progressiste. Loin de là, puisqu'il est constitué d'un conglomérat
de caciques de l'ancien régime, donc du parti dissous, le Rassemblement constitutionnel démocratique, le parti de Ben Ali, et également constitué de ces membres du RCD, de ces anciens membres du RCD, et d'une partie de la gauche tunisienne qui a très très peur d'Ennahda. Voilà, donc vous voyez, les choses sont un petit peu plus compliquées. C'est pour ça que je préfère cette ligne de séparation séculariste-islamiste, même si parfois elle peut être brouillée chez certains acteurs politiques. Alors, oui, compromis, consensus, en fait, c'est une fausse opposition. C'est pour ça que j'ai fait référence à Ben Achour. C'est, je dirais, la recherche de compromis par le consensus. Vous pouvez rechercher un compromis, pas obligatoirement par le consensus. Par exemple, vous pouvez mettre un compromis, je dirais, au vote. Mais la démarche consensuelle, c'est arriver à un minima où, dans une assemblée, personne ne s'oppose à la formulation minimale de l'entente telle qu'elle apparaît. Donc, vous voyez, c'est ce qui fait que c'est, je dirais, la recherche de compromis par consensus pour nous faire rencontrer. Donc, comme je dis, c'est souvent ce qu'on met derrière les mots, derrière les concepts qui importent plus que les concepts eux-mêmes. Alors, ensuite, pourquoi la Tunisie? Alors ça, c'est la question, je dirais, piège. J'aimerais bien pouvoir vous dire comme ça pourquoi la Tunisie. Bon, on peut faire... maintenant, on commence avec le recul, parce qu'il faut du recul, parce qu'on fait toujours de l'histoire a posteriori, hein, et avec un minimum de recul pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Je dirais qu'en Tunisie, et notamment dans la Tunisie, je ferai une grande différence entre la Tunisie de Bourguiba et la Tunisie de Ben Ali. Bourguiba avait un véritable projet politique. Et donc, il a construit un projet politique avec une légitimité historique qui s'est épuisée dans la fin des années 80, avec ensuite le coup d'État dit médical de Ben Ali qui a pris la suite. Ben Ali, lui, son régime s'appuyait sur ce qu'on peut appeler une légitimité de la réalisation. Achievement, legitimacy, c'est le concept qu'utilise un politologue tunisien, Hamadi Ardissi. Qu'est-ce que c'est que cette légitimité de réalisation? C'est, je dirais, une légitimité basée sur, nous arrivons à avoir une économie suffisamment performante, à produire suffisamment pour faire de la redistribution clientéliste. On a une sorte de compromis clientéliste, mais qui est un compromis faible en termes de légitimité, parce qu'à partir du moment où l'État n'arrive plus justement à répondre aux demandes de compromis justement de la population, de trouver de maintien du pacte social, cette légitimité devient extrêmement fragile. Donc on a une sorte, je dirais, on a dans le fonctionnement du régime de Ben Ali, un élément structurel et un élément conjoncturel. L'élément structurel, c'est le fonctionnement du clientélisme d'État, et la conjoncture, c'est la croissance. Donc, s'il n'y a plus suffisamment de croissance pour arriver justement à faire prévaloir cette légitimité de la réalisation, le régime rencontre de grosses difficultés, et il a commencé à en rencontrer avec les événements de 2008 dans le bassin minier de Gafsa, qui est un mouvement qui a duré, un mouvement de protestation sociale qui a duré 6 mois, et d'une certaine façon, les événements de décembre-janvier, l'insurrection populaire de décembre-janvier, justement, c'est une contestation du régime qui est incapable, je dirais, de remplir sa contribution au pacte social. Voilà. Donc c'est pour moi, en gros, une explication, on va utiliser donc un peu des gros sabots, qui de manière générale, explique pourquoi ce régime s'est effondré. Après, on peut faire intervenir d'autres explications, mais là, ça nous amènerait un petit peu trop loin. Mais je crois que cette analyse, justement, en termes de rupture du pacte, alors pourquoi elle arrive à ce moment-là, pourquoi pas avant, pourquoi pas après? Là, je veux dire, il y a aussi les aléas. Il faut bien se rendre compte que l'histoire, c'est aussi la contingence, les aléas qui font qu'à un moment ou un autre, il y a une étincelle et un régime qui semblait s'inscrire dans la durée. D'ailleurs, un auteur américain venait de sortir en 2010 un ouvrage qui parlait de la stabilité du régime autoritaire de Ben Ali, et crac, 3 mois après la sortie de l'ouvrage, le régime s'effondre. Donc vous voyez,
à quel point, nous, politologues, parfois, on peut se tromper. Donc, il faut essayer d'être modeste. Et comme je dis, on fait souvent de l'histoire... Ben, on fait de l'histoire a posteriori. Voilà. Merci. Merci. Je vous passe la parole, Jean-Henri Robert, sur le panarabisme. Ah oui, juste une petite remarque là-dessus, à propos du rapport entre panislamisme et panarabisme. Le panislamisme, il a une forme à la fois interétatique, c'est-à-dire des relations entre les États à l'intérieur de la conférence islamique, et puis il y a aussi la question de la solidarité des mouvements islamistes entre eux. Par exemple, Al-Qaïda au Maghreb, par son expression même, montre bien qu'il y a une solidarité transversale pan-islamiste, mais qui n'a rien à voir avec l'organisation de la conférence islamique. Le panarabisme, lui, il est seulement interétatique. On disait qu'il était laïque, il est surtout intergouvernemental, mais il fait sens sur le plan culturel, peut-être plus spontanément que l'idée européenne en Europe. C'est-à-dire que le fait de parler arabe, pour beaucoup de pays, ça compte, mais ça ne prend pas toujours une forme politique. Et en tout cas, avant le printemps arabe, quand on s'interrogeait sur les suites à donner à la crise profonde du système euro-méditerranéen, du partenariat euro-méditerranéen, il y en a qui ont dit qu'une des alternatives à cette crise, c'était peut-être de revenir au dialogue euro-arabe, c'est-à-dire un dialogue entre l'Europe d'un côté et le monde arabe, dans sa version intergouvernementale, de l'autre. Il y avait une certaine nostalgie pour le dialogue euro-arabe qui avait été un moment relativement égalitaire des rapports entre les deux rives. Voilà. Juste une petite remarque à propos de la loi de Dieu ou des hommes. L'exemple algérien est intéressant parce qu'il n'y a aucun doute qu'après la décennie noire et ce que les gens ont subi, une grande majorité de l'opinion manifestement hostile à l'expérience islamiste dure. Et en même temps, l'attachement à la religion s'est fait beaucoup plus fort qu'autrefois, et aux pratiques religieuses, etc., mais dans une certaine tolérance. Est-ce que c'est une forme de sécularisation ? Mais par exemple, on boit de moins en moins d'alcool, y compris chez les particuliers. Et les gens sont très ouverts en même temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de revenir à la décennie 90, qui était l'horreur, etc. Donc c'est aussi une forme d'ajustement, de compromis au niveau des pratiques. Et on pourrait d'ailleurs dire la même chose en France. On n'a pas encore tiré tout à fait les leçons des élections sur ce qu'on appelle parfois le vote musulman, mais il est très possible que la relative désaffection de l'électorat dit musulman vis-à-vis de la gauche n'est pas totalement étranger à des réformes de société, au mariage pour tous, à la peur des dispositions sur le genre et des choses comme ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un espace... Alors, pour le coup, il y a vraiment un espace humain et civilisationnel mixte entre cette rive de la Méditerranée, surtout sur les bords de la Méditerranée, la rive nord, et puis ce qui se passe au Maghreb. Les choses sont très imbriquées, très entrecroisées. C'est un système où les débats passent d'une rive à l'autre. Et au sud... Jacques Berg disait, il avait une formule très amusante, il disait « Méfiez-vous, les Arabes nous connaissent beaucoup mieux que nous ne les connaissons ». Et je crois que ça reste très vrai. Et quand on va en Algérie, mais il y a une connaissance des débats de la société française en temps réel, prodigieuse, par exemple. On est au courant de tout, des débats, on compare... moi, j'ai vu une manifestation à Oran des personnels médicaux avec des pancartes « Le Val-de-Grâce pour tous les Algériens ». Je veux dire que tout est comme ça, sans cesse incrusté, imbriqué. Et ce qui se passe dans une ville comme Marseille, ce n'est pas du tout ce qui se passe à Cracovie ou tout ça. Bon, il y a un rapport où la question de l'islam, du rapport à la religion, elle joue fortement. Et là, je crois que peut-être qu'on n'a pas fait assez attention à la façon dont les individus, qui sont inscrits quand même globalement dans une démarche de laïcité, les immigrés, enfants d'immigrés, etc., ont été un peu titillés, si on peut dire, par l'islamophobie réelle, ils ont eu peur de certains discours sur la laïcité, qui ne sont pas tous de la même eau que ceux de Bianco. Et voilà, il y a quelque chose qui a pu se produire là aussi, qu'il faudra un jour analyser, prendre en considération, en sachant que pour le coup, il y a vraiment beaucoup de communication entre les deux rives. Au moins en Méditerranée occidentale, c'est un autre problème ailleurs.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a vraiment été parfait au niveau timing. Il est 11h30. On va faire une pause de 10 minutes et se retrouver pour la seconde table ronde de cette matinée qui portera sur les politiques migratoires, notamment dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, plus précisément au Maroc. Et nous aurons également un retour de mission CIMAD qui nous sera fait par la présidente de la CIMAD, Geneviève Jacques, sur la Libye, Égypte, Tunisie et Israël. Voilà, à tout à l'heure, merci.